Je vous propose de vous présenter donc nos deux intervenants que pour beaucoup vous connaissez déjà, bien sûr, qui sont Loïc Corré, qui a dû prendre un appel, qui est le président de l'Embal Terre et Mer dans les Côtes-d'Armor et président délégué de la DCF. Bonjour Loïc, merci d'être là. Salut Euh, tout le monde. et Nicolas Portier, délégué général de la DCF. Loïc commencera par nous faire une petite introduction sur le contexte en ce moment, ce qui se dit au niveau de la DCF et pour les intercommunalités dans la phase de déconfinement. Et puis Nicolas pourra compléter par quelques éléments de retour et les perspectives qui nous attendent pour la reprise de l'activité des territoires. Loïc Corré, je vous laisse ouvrir. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc Loïc Corré, président de l'Embal Terre et Mer dans les Côtes-d'Armor et maire de l'Embal-Armor, donc une commune nouvelle de 17 000 habitants. D'abord, hier soir, je vais commencer par ça. Hier soir, j'étais me balader sur une grande plage de l'Embal-Armor. Alors je sais que quand je dis ça, je fais des jaloux, mais c'était un tel plaisir au bout de 2 mois, un mois et demi, d'aller faire un tour sur une plage que je le redis maintenant, et c'est vrai que ça fait beaucoup de plaisir d'avoir ce sentiment, pas de libération, il ne faut pas exagérer, mais d'une certaine sérénité et d'une balade qui, je veux dire, est symbolique du déconfinement. Deuxième symbolique du déconfinement, c'est qu'avant d'arriver ici tout à l'heure, j'étais à faire le tour des entrées des écoles de ma commune, parce que c'est parti, il fallait voir comment ça marche. Bon, maintenant je reviens effectivement à cette première présentation avant de passer la parole à Nicolas. On est pour l'ADCF, évidemment, dans le cadre d'une demande qu'on a toujours exprimée auprès des autorités, Premier ministre notamment, Castex, la personne, le monsieur déconfinement, le président de la République, enfin tout ce qui tourne autour de l'autorité, a une demande de déconfinement organisé, gradué et territorialisé selon effectivement les capacités que nous avons à le faire dans tel ou tel endroit. Il y a les zones vertes, il y a les zones rouges, mais en plus de ça, les territoires ne sont pas les mêmes du point de vue économique, du point de vue touristique, du point de vue de son organisation sociale, et il faut en tenir compte. On voit que par rapport à tout ça, il s'agit d'abord des compétences communautaires qui ont été très à l'œuvre pendant ce déconfinement. Tous les co, on va y revenir. Les CIAS, enfin toute l'action sociale de manière générale, et puis les compétences assez classiques comme l'ordure ménagère, l'eau, l'assainissement et tout ce qui tourne autour de l'organisation du territoire, la planification du territoire. On a encore, même si on était bien devant de ce point de vue-là, on a aussi encore beaucoup de choses sur les compétences que nous avons à réorganiser. Par exemple, je vois qu'en ordure ménagère, on a les temps derniers beaucoup travaillé sur la réouverture des déchetteries, par exemple, avec des problèmes de trop-plein à un moment ou à un autre. Tout ce qui tourne aussi sur des points qui sont extrêmement importants et qui maintenant prennent beaucoup de place, même si pendant 2 mois, on a beaucoup parlé des compétences en termes d'action des communautés, on voit bien qu'aujourd'hui, on a aussi tout ce qui tourne autour, par exemple, de ce qui est le quotidien des gens, notamment avec la rentrée des écoles, et pas simplement la rentrée des écoles, mais la rentrée de tout ce qui tourne autour de l'école, c'est-à-dire le transport scolaire, l'accueil d'abord avec les garderies, les cantines, les ATSEM, la sortie, les ALSH du mercredi. Enfin, je veux dire, il y a un écosystème autour de l'école qui n'est pas simplement l'école scolaire, c'est tout l'ensemble. Et c'est bien tout ça qu'il faut prendre en compte de manière à ne pas avoir de trous dans la raquette, comme on le dit régulièrement. Ça, c'est un point très important. Deuxième point, c'est tout ce qui tourne autour du lien social de manière générale. Alors, on n'a pas trop parlé, mais on voit bien à quel point ça peut revenir. Tout ce qui tourne autour de l'animation, la culture, le sport, même si encore aujourd'hui on a beaucoup d'impasses et beaucoup d'incertitudes jusqu'au 2 juin, puisqu'on voit bien qu'on est dans une période de transition à l'intérieur de la transition pour le 2 juin, on voit bien à quel point on attend des choses, notamment l'ouverture des cafés et restaurants, et ce que ça impliquera sur l'économie d'ailleurs touristique de manière générale, mais aussi trouver des solutions pour qu'il y ait une alternative à la disparition des grandes manifestations, des petites formes, une organisation sur le territoire qui permette d'avoir aussi de l'animation culturelle, sportive, de lien social pour l'été, parce qu'autrement on va être dans un manque
que l'on ne ressent pas aujourd'hui, mais qu'on va sentir demain de manière beaucoup plus forte. Puis il y a tout ce qui tourne aussi autour des RH. On en a parlé dans un webinaire récent, mais effectivement, on voit bien à quel point nos équipes des communes et des communautés a besoin d'avoir des éléments aussi pour être plus sereine dans cette rentrée. Alors, c'est tout ce qui tourne autour de l'organisation des ressources humaines, mais ça, on a déjà fait un webinaire là-dessus, et puis on fait régulièrement des points sur la situation. Et puis, c'est aussi un point sur lequel j'attire l'attention, c'est la rentrée. Et cette rentrée, avec des gens qui étaient en ASA, d'autres qui étaient en télétravail, d'autres qui étaient en présentiel, il faut sans doute trouver quelque chose qui donne du lien à tout ça pour faire en sorte qu'il y ait de l'accompagnement à la reprise et que certains ne se sentent pas culpabilisés, d'autres reprennent dans d'autres conditions, mais qu'il y ait quelque chose qui se fasse d'accompagnement aux équipes pour retrouver le sens du collectif en quelque sorte. Donc voilà un point aussi qui est encore aussi extrêmement important. Et puis, évidemment, autour de ça, on voit bien à quel point les choses du quotidien reviennent et puis les choses, je dirais, plus, pas forcément politiques au sens politicard, mais d'organisation de la cité, c'est que les élections, ça revient à l'ordre du jour. Et effectivement, la question des élections en juin ou en septembre est posée. Pour ce qui me concerne, je préfère que ce soit le plus vite possible maintenant, parce qu'en plus, je ne me représentais pas, donc ça me permettrait de partir en vacances et en retraite. Mais en attendant, effectivement, la question des élections en juin est posée. Et la question, premièrement, des élections directes, mais aussi de tout ce qui ça donnera pour les élections deuxième tour, communauté, évidemment, interco, et troisième tour, syndicats divers et variés. Donc, on a un certain nombre de questions autour de ça qui, maintenant, vont faire notre quotidien au niveau de la politique, des élus, mais aussi de l'organisation de nos collectivités, parce qu'on voit bien à quel point ça influera sur la manière dont on organise les choses dans les mois qui viennent. Avec en plus, évidemment, la question essentielle, la grande question, ça va être celle de l'urgence de la reprise économique, d'une part, et puis après des plans de relance de manière générale pour que justement nous ne subissions pas trop lourdement les effets de cette crise économique qui a succédé à la crise sanitaire. On voit bien à quel point les finances, au passage des collectivités, sont déjà impactées lourdement. Donc, ça fait partie des choses qui seront à reprendre très vite à la rentrée, enfin cette rentrée, de manière à ce qu'effectivement, il y ait aussi le point de fait, très précisément, non pas simplement sur le quotidien de ce que nous avons comme perte ou comme problème financier maintenant, mais surtout l'anticipation de ce que va devenir 2021 dans cette affaire. Et je sais qu'il y a un certain nombre de discussions au plan national, on va pouvoir y revenir un petit peu aussi, mais on a intérêt à bien caler ça dans un environnement général pour ne pas se retrouver simplement à faire du quotidien et régler les problèmes les uns après les autres. Il faut sans doute prévoir une anticipation dans toute cette organisation. Bon, j'en resterai là pour l'instant parce que j'ai brossé largement le tableau des points qui nous attendent. Nicolas va pouvoir effectivement aller sur d'autres organisations et puis les contacts qu'il a au plan national. Et puis, je reviendrai après sur un certain nombre de choses que l'on fait localement sur justement ce mode de reprise. Voilà. Merci, et tout à fait, on pourra revenir donc sur ce que fait l'emballe Terre et Mer en ce moment, et puis ce que vous faites aussi sur vos territoires, parce que là vraiment, on a un enjeu aujourd'hui de partager toutes ces choses-là, et puis de regarder un petit peu ce qui se fait, donc il ne faudra pas hésiter tout à l'heure à illustrer ce qu'ont dit nos deux intervenants. Nicolas, comme le disait Loïc, est-ce que tu souhaites prendre la main pour compléter un petit peu enfin, un petit peu même, beaucoup. Merci Cécile, merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. On avait prévu en effet de revenir sur le déconfinement quelques jours après le démarrage lors du séminaire précédent. Donc rapidement, essayer de faire une sorte d'état de situation en semaine 1 du déconfinement, sachant que comme l'a dit Loïc, nous avons toujours pensé qu'il n'y avait pas, comment je dirais, une sorte d'idée du déconfinement qui aurait forcément une très grande progressivité. Alors, première chose qui s'est préparée un peu en amont, dès le week-end dernier, parfois avant ou parfois pendant la semaine, ça a été un peu tout le grand mouvement de distribution des masques. C'est un des sujets quand même les plus chaotiques du mois d'avril.
Nous avons maintenant des réponses sur les prises en charge des achats de masques par l'État, dans une certaine limite de plafond et d'un pourcentage, avec des sujets déjà polémiques sur la date de démarrage comment je dirais, des achats, enfin des compensations simplement à partir du discours du chef de l'État. Au-delà des masques, il y a aussi beaucoup d'autres équipements de protection qui sont en recherche d'approvisionnement. Dans l'ensemble, au vu de ce que nous voyons, des échanges que nous avons avec nos adhérents, la distribution, les commandes de masques se sont pas trop mal passées, avec des différences quand même assez sensibles de territoire à l'autre entre des commandes soit groupées avec les régions, soit avec les départements, soit purement locales, avec un effort très notable de fait pour essayer de commander, si possible, local, à des entreprises du territoire ou proches du territoire de la région, parfois des retards de livraison, parfois des livraisons partielles, des modes de distribution au plus près du terrain. 92% des intercommunalités à peu près ont participé à des commandes de masques, souvent en commandes groupées avec leurs communes, et avec une logistique où le dernier kilomètre, en quelque sorte, était généralement assuré par les communes, soit sous forme de distribution dans les boîtes postales, certains en passant par la poste, d'autres à travers des drives ou dans les bureaux de vote ou en mairie. Donc on a vu vraiment monter en puissance cette distribution de masques aux populations ainsi qu'aux agents, un certain nombre aussi parfois de professions, d'entreprises. Le travail continue. Il faut déjà se projeter sur ce sujet-là, certainement, et je vois que dans beaucoup de territoires, on y réfléchit, au réassort, au réapprovisionnement régulier. L'exercice a été un peu bousculé par les annonces de la grande distribution. Beaucoup de nos concitoyens sont allés chercher aussi, ont fait le tour des pharmacies. En tout cas, on peut dire que cette phase logistique a été un peu compliquée. On y reviendra certainement. Et puis au-delà des masques et du nombre de masques, les débats ont porté très fortement sur la qualité des masques. Il y a eu quelques déceptions parfois sur des arrivages d'importation, la solidité des élastiques, sur le niveau de protection réel, le type de masque entre bien sûr les chirurgicaux et les masques grand public. Et au-delà des masques tissus ou même chirurgicaux, il y a aussi les autres types de protection qui sont parfois demandés. On aura certainement le débat dans un certain nombre de secteurs, notamment sur ce qui est visière, protection plexiglas, sur un certain nombre de métiers. Donc voilà, donc on est encore toujours dans ces histoires de masques, mais en tout cas dans beaucoup de territoires, la presse locale en fait écho, la distribution s'est relativement bien organisée avec une gestion des affluences plutôt du civisme. Et même quand il y avait insuffisamment de masques, il n'y a pas eu visiblement, sauf témoignage contraire de votre part, mais de critiques ou de tensions. Le sujet le plus sensible ces derniers jours et en amont du déconfinement, c'était bien sûr la reprise des écoles. Les premiers retours que nous avons, c'est à peu près 90% selon le ministère des écoles qui ont rouvert cette semaine, avec des disparités selon les territoires, des maires qui ont clairement exprimé dans certains nombres de secteurs leur opposition aux réouvertures, mais au plan national, on a un taux de réouverture relativement élevé. Sur les intentions des parents, là, ce n'est pas des informations du ministère, mais plutôt les sondages internes à la DCF, nous avons pu constater, dans les premiers jours du déconfinement, un taux de présence effective des enfants extrêmement variable selon les territoires. La réassurance commence de manière progressive d'un territoire à l'autre. Les effets psychologiques de la crise sanitaire ne sont pas du tout les mêmes entre les territoires dits en zone rouge et ceux qui sont en zone verte. Donc on constate une grande disparité avec des taux. J'ai remarqué que certaines agglomérations ou communautés de communes recensaient qu'à peu près 5 ou 10% d'enfants présents les premiers jours du déconfinement. Ça monte à 50%, voire plus dans d'autres territoires. On voit bien qu'on va rentrer. Alors, il y a eu des choix très différents dans les choix de niveau prioritaires, les publics prioritaires. On commence par petits groupes. Nous n'avons pas constaté, là encore, sauf témoignage contraire, de problèmes d'affluence majeurs, difficiles à gérer pour les enseignants. Donc, on voit bien cette reprise très, très progressive qui va permettre d'organiser les groupes, de se roder au nouvel exercice et d'accueillir progressivement des enfants en plus grand nombre.
une fois que notamment les parents seront rassurés sur les conditions d'accueil, avec remise aussi en circuit, en fonctionnement à la fois des temps scolaires proprement dit, l'intervention des équipes périscolaires, l'organisation, et là les choix ont varié très fortement d'un territoire à l'autre, des mobilités scolaires et notamment des transports scolaires qui généralement ont été remis en service et qui vont petit à petit s'adapter au retour, au choix des parents et au retour des enfants. Autre sujet de cette première semaine, des derniers jours, c'est les annonces des intercommunalités, que ce soit des communautés de communes, des agglomérations, des métropoles, et des communes bien sûr, sur la réouverture des établissements recevant du public, les accueils en mairie, à l'hôtel ou au siège de la communauté, les maisons France Service, les différents équipements qui vont rouvrir progressivement, avec souvent des priorités d'accueil. Soit une réouverture d'abord aux agents et puis ensuite au public quelques jours plus tard, soit des réouvertures sélectives pour un certain nombre de sujets, notamment par exemple l'urbanisme, les dépôts de dossiers. Ça peut être aussi pour certains types de factures. On voit que toute une planification s'est organisée pour ouvrir les établissements, les ERP qui sont autorisés à ouvrir de manière extrêmement progressive sur le mois de mai pour être pleinement à peu près opérationnel en juin. Loïc a évoqué les déchetteries. Le grand mouvement a commencé à partir du 27 avril. Certains n'ont voulu reprendre que le 11 mai. Dans l'ensemble, la plupart des intercommunalités ont mis en place des systèmes de gestion de flux en essayant d'éviter l'affluence le même jour à la réouverture. Donc, soit en organisant sur réservation, soit en jouant sur les plaques minéralogiques entre pair et impair, de manière soit comment je dirais, en ciblant certains types de déchets, notamment les déchets verts, ou les déchets professionnels, ça dépend des cas, de manière à éviter, je dirais, des congestions, des tensions dans les réouvertures de déchetteries. Il y a eu quand même des fortes affluences, il y a eu des files d'attente, notamment avec les consignes, les gestes barrières qui ont été maintenus, mais dans l'ensemble, ce mouvement de réouverture des déchetteries qui était attendu s'opère assez bien partout dans les territoires. Sur les transports collectifs, nous évaluons, et notamment une petite enquête de nos amis du Gard a montré que l'offre envisagée sur les premiers jours du déconfinement témoigne, avec des disparités bien sûr d'un territoire à l'autre, d'une remontée à peu près à 70% de l'offre. Je dis bien de l'offre. On a évidemment des grands écarts à cette moyenne entre des très grandes métropoles, je ne parle même pas de la région parisienne, avec les systèmes bien sûr très compliqués de réorganisation des RER, métro, etc. Mais une disparité assez forte entre le type de territoire. Mais dans l'ensemble, la remise en mouvement de l'offre de transport à haut niveau s'opère assez bien, avec quelques exceptions. Certaines agglomérations, certaines communautés reviennent plutôt à une période de vacances scolaires, mais on va remonter en cadence sur le mois de mai pour accompagner la reprise d'activité. C'est le taux d'usage qui reste, mais ça c'était tout à fait anticipé, le taux d'usage reste assez faible aujourd'hui, il y a un certain nombre de bus qui tournent à vide. On a là aussi des craintes sur l'utilisation des transports collectifs. Donc en effet, de recommencer, d'avoir une offre importante par rapport à un usage assez faible permet progressivement d'accompagner ce besoin de réassurance avec les consignes, sanitaires que vous connaissez, c'est-à-dire le port du masque obligatoire, une recommandation appuyée qui est presque une obligation de moyens dits renforcés de distanciation, avec la question de la capacité de bien faire respecter cette mesure de distanciation. Le sujet laissé à l'appréciation et la discussion locale de l'entrée ou pas par la porte avant pour éviter les flux croisés entre les entrées et les sorties. Donc là, en effet, on a des choix qui sont faits, négociés notamment avec les personnels localement, et plusieurs types de choix ont été faits au niveau national. Cette première semaine nous permet de disposer dans un grand nombre de domaines sur les métiers des collectivités, mais aussi sur dans les organisations privées, les entreprises, de nombreux protocoles sanitaires qui font l'objet de débats. Vous savez bien que le protocole sanitaire pour les écoles a fait un grand nombre de débats sur l'épaisseur du document et la complexité de l'adapter aux contextes locaux. Donc il y a encore évidemment domaine par domaine des discussions sur tous ces protocoles sanitaires. Une nouvelle loi d'urgence, une nouvelle loi sur l'urgence sanitaire
Vous avez certainement suivi les débats qui a permis de revenir un peu sur la responsabilité non seulement des élus, mais des employeurs, en essayant de circonscrire cette responsabilité à l'état des connaissances à l'instant T des données sanitaires et médicales, de bien définir en effet jusqu'où va l'obligation de moyens renforcés des élus, des responsables quels qu'ils soient. Donc on peut considérer qu'il y a une légère avancée qui avait été demandée à la fois par les élus, les parlementaires, par rapport à la célèbre loi Fauchon qui déjà organisait quand même un certain nombre qui permettait quand même de circonscrire la responsabilité des élus sur le plan pénal. Autre sujet, donc on passe sur le visuel d'après. Les défis des prochaines semaines qui ont commencé dès aujourd'hui. C'est bien sûr, Loïc en a parlé, il y a eu des webinaires récents de la DCF sur ces sujets-là, Loïc pourra revenir sur ces questions. C'est pour les intercommunalités, pour nos adhérents, la question du pilotage des RH dans cette phase de plan de reprise d'activité. Beaucoup d'entre vous, élus, directeurs de service, nous font part, en effet, de l'extrême fatigue des équipes, peut-être avec des intensités différentes, mais enfin dans l'ensemble, une très très forte mobilisation des personnels dans la phase de continuité d'activité. Donc une gestion RH, c'est d'arriver à gérer dans la durée cette fatigue au moment de la reprise d'activité, notamment des équipes les plus mobilisées. Mais toutes l'ont été sous une forme, que ce soit sur le terrain ou en télétravail. Une grande part des équipes a besoin de respiration, donc il y a certainement une gestion d'ici l'été de cette phase très intense d'activité dans la continuité et dans les plans de continuité et maintenant dans les plans de reprise. Un sujet RH, en effet, de toutes les organisations au niveau national, les collectivités, mais pas exclusivement, voient monter, c'est les risques de coupure entre télétravail et activité sur le terrain, sur site. Et là, beaucoup d'organisations s'interrogent en effet sur les effets d'une pérennisation de cette coupure interne. Donc, il y a d'une part un certain nombre d'agents, un certain nombre de salariés qui veulent revenir, comment gérer, sur du travail physique, sur site, au bureau ou dans leurs espaces de travail habituels. Une volonté de retour, même si les recommandations nationales sont de maintenir le plus possible le télétravail, il y a quand même dans un certain nombre d'organisations une volonté de reprendre son cadre de travail habituel. Et puis dans la gestion des relations entre les salariés, éviter en effet un petit peu cette dissociation de formes de travail. Dans l'accompagnement de la reprise d'activité, un enjeu, c'est que beaucoup d'intercommunalités, que ce soit des communautés de communes, des agglomérations, des métropoles, ont pu s'appuyer sur une très forte mobilisation interservices, des solidarités assez remarquables qui ont été vues dans beaucoup d'endroits, y compris notamment par exemple sur des services comme la gestion des déchets et sur bien d'autres, avec des appuis réciproques entre les services. Il y avait disponibilité d'un certain nombre d'équipes. Cette disponibilité, cette réserve en quelque sorte de forces vives va petit à petit disparaître avec le retour, la reprise des activités dans un certain nombre de domaines. Nous avons également le sujet sur lequel, bien sûr, Loïc représente les intercommunalités de France dans les échanges hebdomadaires avec Olivier Dussopt, c'est les sujets de la gestion post-crise, à la fois, bien sûr, de la reconnaissance symbolique. Nous avons eu partout en France une très, très forte reconnaissance dans la presse locale de la part des populations à l'égard des agents de cette première ou deuxième ligne. Donc, c'est en effet déjà un témoignage apprécié par les agents les plus concernés. Mais il y aura aussi un certain nombre de rendez-vous qui sont en discussion, où ça ne soit plus uniquement du domaine du symbolique, c'est aussi la question des primes, la question voilà, de la reconnaissance, y compris monétaire, de cette phase de forte mobilisation. Le dialogue État-collectivité, ça serait bien qu'on en parle un peu ce matin pour voir comment s'opère en effet ce pilotage. Notre président Jean-Luc Rigaud, dans ses échanges avec le président de la République et avec le Premier ministre, avait quand même insisté sur la nécessité de bien inclure d'une part l'intercommunalité, parce que parfois c'est un peu oublié dans les échanges avec les services de l'État, que ce soit les services préfectoraux, mais aussi les services de l'éducation nationale.
d'avoir, comment je dirais, une sorte de coproduction du déconfinement territoire par territoire. Donc il y a eu des comités locaux de concertation qui ont été créés, des modes d'organisation qui se sont appuyés ici ou là sur les conférences de maires, mais ça serait bien de voir un petit peu si ce dialogue État-collectivité dans ce pilotage du déconfinement progresse. On est parti d'une situation très très inégale d'un territoire à l'autre. Besoin dans le déconfinement, même s'il y a cette dissociation dont on ne voit pas encore tous les effets, mais entre les territoires en vert et les territoires en rouge, le sujet de l'équité de traitement. Équité de traitement où la question va se poser certainement avec beaucoup plus d'intensité au mois de juin. On voit bien que c'est surtout au mois de juin qu'il y aura certainement un ressenti plus fort sur un petit peu cette dualisation entre les départements qui resteront en rouge et ceux qui sont en vert. Mais localement aussi, des débats qui ont déjà lieu un peu partout sur les choix qui sont faits. On avait déjà vu un peu les choses sur les marchés de plein air, mais aujourd'hui émergent des débats locaux qui nécessitent une coordination aussi sur les dérogations à certains principes. Les débats se rouvent sur, par exemple, les ouvertures de plage, dont parlait Loïc, les ouvertures sélectives qui seront autorisées ou pas. Donc là, on va avoir en effet à la fois un sujet d'équité de traitement entre les territoires, de justification éventuellement de maintien de fermeture ou au contraire d'ouverture, et puis entre les publics, c'est-à-dire les accès réservés ou prioritaires. Donc on voit bien qu'il y a dans le déconfinement à la fois besoin de différencier, d'adapter, mais aussi de justifier pour éviter le sentiment de rupture d'égalité ou de manque d'équité. Je l'ai indiqué, des cadres et outils de concertation qui n'ont pas toujours été optimum, mais qui s'améliorent. Il faudra qu'on revienne et fasse un peu le bilan, parce qu'on va avoir besoin d'un pilotage très serré entre les services de l'État et les collectivités jusqu'à l'été au moins. Et puis des réponses attendues. Alors ça, beaucoup d'entre vous font remonter à la DCF dans les témoignages, dans les retours d'expérience, un certain nombre d'impatience, notamment parce que c'est des enjeux à la fois sociétaux, mais aussi budgétaires. C'est les attentes sur les réouvertures d'un certain nombre d'équipements. Donc maintenant, on a bien vu ceux qui sont autorisés à rouvrir, les doctrines sur ce que c'est que la définition d'un petit musée ou d'un grand musée. Donc il va y avoir en effet encore des incertitudes qui vont se lever petit à petit. Et puis il y a les équipements majeurs que beaucoup d'intercommunalités gèrent, notamment les centres nautiques, les piscines, pour savoir en effet quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leurs activités, les équipements sportifs en général, avec là aussi beaucoup d'interrogations sur les doctrines. Je ne parle pas des espaces publics, des jardins publics, d'un certain nombre de terrains de sport où parfois certains élus ne comprennent pas pourquoi il y a toujours des mesures de fermeture qui s'appliquent à ces équipements. Et puis, on en a longtemps parlé cette semaine, notamment hier au comité interministériel du tourisme, c'est les dates de réouverture. Les choses commencent un petit peu à se préciser, mais des cafés et restaurants qui, bien sûr, participent de l'animation des territoires, et on voit bien les inquiétudes à la fois économiques, mais aussi la demande sociale qui s'exprime pour qu'on puisse, dans des conditions sanitaires adaptées, bien sûr, envisager quand même une réouverture prochaine de ces lieux. Voilà. Ça fait le lien avec les questions économiques, et je terminerai sur ce point. C'est que cette reprise d'activité à la fois des services publics s'organise bien sûr de manière synchronisée avec la reprise des activités économiques. Depuis quelques jours, ça a fait l'objet de négociations, de discussions assez intenses avec les ministres, les fédérations professionnelles, pour organiser le redémarrage des activités du bâtiment, de travaux publics, enfin des activités de construction. Les statistiques font état d'une progression. Vous savez que le bâtiment, les travaux publics étaient à l'arrêt à 90%, 85% selon les secteurs courant avril. On a commencé à voir les chantiers redémarrer mi-avril avec un peu le protocole, enfin les recommandations sanitaires de la profession. Il y a eu parfois des polémiques un peu déplacées, un mélange de débats entre la reprise des chantiers et puis les sujets instruction d'urbanisme. Il a fallu qu'on explique un peu que les sujets étaient pas directement liés à ce stade, que pour le moment il fallait déjà relancer des chantiers ouverts
et on n'était pas déjà dans les prochains appels d'offres. En tout cas, le BTP commence à redémarrer. On a une montée en cadence qui a commencé à partir du mois d'avril, qui va s'intensifier au mois de mai. Il y a des sujets de discussion un peu partout, puisqu'il y avait un peu une demande des fédérations professionnelles de faire des avenants systématiques sur les chantiers de travaux, aussi bien avec des maîtres d'ouvrage privés que publics, pour compenser des surcoûts. La DCF s'est mobilisée pour que ça soit au cas par cas, qu'il y ait une démonstration de ces surcoûts et qu'il n'y ait pas une sorte de rendez-vous obligatoire d'avenant sur les marchés. En tout cas, il y a en effet une discussion, des rendez-vous qui sont prévus avec les présidents des fédérations professionnelles, une mission qui a été confiée au préfet Philippe Mahé pour objectiver la situation, pour voir en effet comment on pourra prendre en compte ces pertes de productivité, ces dépenses liées à des protections supplémentaires. En tout cas, nous constatons dans tous les territoires de France, dans la presse locale, les témoignages de nos adhérents, une reprise assez soutenue quand même, en tout cas des chantiers de travaux publics. Ce qui a rouvert, ce sont les commerces. On a déjà vu un début de transformation des modes de consommation. Donc, cette semaine a commencé les réouvertures de nombreux commerces, d'artisans. On a vu l'affluence dans les salons de coiffure. Il faudra voir si ces réouvertures permettent à un certain nombre de commerces de retrouver de l'activité, du chiffre d'affaires après une période de chute quasi intégrale, même si certains ont pu compenser un petit peu par le e-commerce ou par le numérique. Ce que nous avons commencé à voir, c'est une transformation des consommations en lien avec le confinement. Donc aujourd'hui, la question qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on va simplement avoir un décalage de consommation ou une modification des comportements à travers le passage vers le e-commerce, une accélération? Quels seront les équilibres entre le e-commerce et le commerce physique? La recomposition du commerce physique lui-même, les écarts entre grandes distributions, les hypermarchés, supermarchés, commerces de proximité, quels objets de consommation? Est-ce que les volontés, les choix de consommation de nos concitoyens vont évoluer? Et puis leur propension à épargner. On sait qu'il y a à peu près une surépargne de 50 à 60 milliards confirmée par la Banque de France qui s'est faite durant le confinement. Mais une part de cette épargne va être une épargne de précaution et pas forcément être immédiatement ou à court terme réinjectée dans les circuits économiques locaux. Donc en effet, il y a une attention à avoir pour essayer de repositionner aussi les commerces, notamment locaux, sur des nouveaux besoins, des nouvelles attentes de nos concitoyens à la sortie du confinement. Réorganisation des entreprises et administrations, les consignes, la DCF dans le document qu'on a dû vous envoyer sur les enjeux du déconfinement et les recommandations avait appelé dans ses échanges avec le gouvernement et la mission Castex à justement essayer de pousser d'une part au maintien du télétravail dans un certain nombre d'activités pour éviter des afflux massifs, de voir comment on pouvait aussi éviter des retours de pic de congestion aux heures de pointe, d'essayer de lisser les pointes en décalant un petit peu les horaires d'arrivée sur les sites, d'essayer d'organiser en effet cette gestion, je dirais, spatio-temporelle de la reprise des activités économiques. Bientôt, les entreprises devront sortir du chômage partiel, à part certains secteurs, donc ça devrait être quand même, je dirais, assez incitatif aussi pour le retour au travail, même des salariés qui, pour le moment, soit voulaient continuer à rester ou des entreprises, dans la situation de chômage partiel, mais on voit bien qu'il va y avoir progressivement un retour au travail, voire sur les lieux de travail. Alors, beaucoup d'employeurs ont réfléchi un peu partout au réaménagement de leurs locaux, avec les protocoles sanitaires disponibles. Les sites, les usines avaient commencé à le faire quand elles ont repris avec des organisations 2x8, 3x8, des réaménagements des ateliers, des réaménagements bien sûr des modes de déplacement, des gestes barrières, des équipements de protection. Donc on a une négociation sociale et quand elle n'est pas suffisamment bien faite, il y a des risques contentieux. Et on voit bien même ce qui s'est passé sur Sandouville, il y a des contentieux de certaines organisations syndicales qui peuvent faire suspendre la reprise d'activité, ce qui pose quand même des problèmes. Donc il faut être attentif, bien sûr,
à cette réorganisation du travail dans les administrations, dans les équipements publics et bien sûr dans les entreprises. La reprise industrielle, où en sommes-nous? Eh bien, elle est très inégale. Nous avons fait un webinaire avec les territoires d'industrie il y a quelques jours. Nous regardons ces sujets-là de très près. Elle est très inégale pour plusieurs raisons. Il y a certains secteurs industriels qui n'ont jamais arrêté, notamment dans les industries agroalimentaires. D'autres qui se sont repositionnés, notamment la fabrication de masques. On a vu un grand nombre de nos usines textiles, de nos entreprises se repositionner. Nous avons vu aussi des usines pharmaceutiques faire du gel hydroalcoolique en très grand volume. Donc, il y a un certain nombre de secteurs qui ont travaillé à 100%, voire 120% durant le confinement. Ils sont plutôt minoritaires. Dans beaucoup de domaines, nous avons été à l'arrêt total pendant un certain nombre de semaines, puis un début de reprise d'activité avec négociation sur la base du volontariat. Mais les variables qui expliquent fortement les différences selon le secteur, ça a été souvent des problèmes soit d'approvisionnement, soit des problèmes de temps nécessaire pour complètement réorganiser les lignes de production, les sites, d'avoir les négociations sociales que j'évoquais. Et puis, pour beaucoup de secteurs, et ça c'est plus préoccupant parce que ça va être un problème dans la durée, c'est le problème des débouchés. Parce que les problèmes d'approvisionnement se règlent peu à peu. Les problèmes de débouchés, c'est évidemment très lié à l'état des stocks. On ne peut pas accumuler des stocks à l'infini. C'est le problème des carnets de commandes. Et là, on retrouve évidemment les problèmes qui nous préoccupent beaucoup. C'est les grands secteurs impactés, qui sont ensuite des secteurs forts en France. C'est l'aéronautique, c'est l'automobile, et c'est notamment aussi les matériels de transport. Et donc là, on a trois secteurs, en effet, parmi d'autres, mais qui sont particulièrement impactants pour les territoires. Les autres sujets de préoccupation, vous les connaissez, je finirai sur ce point, c'est le tourisme, la restauration et l'hôtellerie, avec le plan massif qui a été présenté par le Premier ministre hier, avec des perspectives de réouverture échelonnées si la situation sanitaire le permet, avec des conditions de reprise, de réouverture qui se feront de manière très au cas par cas, mais pour en effet permettre à ce secteur qui représente, si on le prend de manière large, 7 à 8% du PIB national et qui pèse très lourd dans un certain nombre de régions et de territoires, c'est d'arriver en effet à sauver un peu la saison, faire repartir l'activité pour éviter d'avoir des villes fantômes demain avec des fermetures en masse. Alors plusieurs mesures, on y reviendra, ont été annoncées. La Caisse des dépôts a mobilisé des moyens, la BPI, il y a un certain nombre de financement, de décisions de prolongation du chômage partiel dans ces secteurs, une mobilisation exceptionnelle des outils pour avoir aussi une stratégie d'attractivité en cas de réouverture du marché au moins européen pour faire de la France une destination toujours attractive. Donc il y a un certain nombre de mesures décidées hier sur lesquelles nous reviendrons dans notre lettre hebdomadaire sur la relance du tourisme pour cette saison, pour essayer de réduire les pertes de chiffre d'affaires des dernières semaines. Un lien à faire entre ces annonces, et il y a une mesure dans ces annonces qui nous préoccupe un peu puisqu'elle vise à prévoir un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises sur toute l'hôtellerie-restauration jusqu'à 2/3 de la CFE sur ces secteurs-là, qui doit être décidé par les intercommunalités d'ici le mois de juillet, et auquel cas sera prise en charge pour moitié par l'État, ce qui va mettre certainement une forte pression sur les intercommunalités pour qu'elles prennent cette mesure, qui n'est même pas modulable, hein, c'est tout ou rien, c'est a priori, on n'en a pas le détail, ce serait 2/3 de dégrèvement de la CFE décidée par l'intercommunalité et prise en charge pour moitié par l'État. Donc il y a une pression assez forte des acteurs, en effet, pour agir sur la fiscalité. On y reviendra peut-être dans les discussions pour permettre à ces différents secteurs de reprendre, alors que dans le même temps, beaucoup de mesures sectorielles ou de mesures de soutien ont été décidées par d'abord l'État à travers le Fonds de solidarité, les régions en lien de plus en plus avec la Banque des territoires, les intercommunalités, les départements à travers des fonds spécifiques, des fonds régionaux, la création d'un troisième volet dans le Fonds de solidarité nationale. Donc, en effet, il va falloir quand même analyser les impacts cumulés à la fois des mesures de soutien aux trésoreries, voire des subventions, et puis maintenant des mesures fiscales qui sont demandées par beaucoup de fédérations professionnelles et également par les réseaux consulaires.
Voilà un petit peu la situation que nous avons vue de cette première semaine de déconfinement, de reprise d'activité, pour lancer un peu vos échanges. Merci beaucoup Nicolas pour ce panorama des problématiques de déconfinement sur les territoires. Alors on voit, hein, il y en a beaucoup. On ne pourra pas forcément rentrer dans le pratico-pratique de chacune, mais par contre l'idée c'est de voir un peu ce que vous posez comme question sur toutes ces problématiques. Tout d'abord, juste pour nous donner une idée, avant qu'on redonne la parole à Loïc Corré tout à l'heure, sur ce qui se passe notamment en pratico-pratique à Lamballe-Terre-et-Mer, un petit sondage à vous proposer qui demande au terme de cette première semaine de déconfinement dans votre territoire, est-ce que le processus vous semble, alors ça va de très mal engagé, plutôt bien engagé, très bien engagé, ou vous avez le droit aussi de ne pas vous prononcer bien sûr, mais nous ça nous donne une petite idée un peu de comment ça se passe chez vous, et puis on verra ensuite les sujets qui vous intéressent le plus, entre guillemets, ou en tout cas qui vous paraissent les plus compliqués dans cette période j'allais dire transition de déconfinement. Alors, si je regarde un petit peu le sondage sur le processus de déconfinement en cours, on est surtout sur un plutôt bien engagé. Alors, bon, il n'y a pas de très mal engagé déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, on a 4% de plutôt mal engagés. Ça vaudrait le coup d'en parler tout à l'heure. Bon, c'est une personne. Plutôt bien engagé pour une partie de la salle et très bien engagé pour 21% de la salle. Et je voudrais savoir également sur quel sujet vous vous posez le plus de questions, entre guillemets, ce qui va pouvoir aussi nous orienter un petit peu nos échanges pendant le reste de cette heure et demie. Parmi les sujets suivants, qu'est-ce qui vous a semblé ou vous semble encore le plus compliqué à gérer dans les territoires? Je me permettrai de poser aussi la question à Loïc Corré tout à l'heure, bien sûr. Là, les réponses sont plus nombreuses. Donc, la réouverture des écoles, la distribution des masques, les actions de solidarité, la réouverture des déchetteries, la gestion des transports, la réouverture des ERP, la reprise des chantiers du BTP, la réorganisation des activités économiques et commerciales ou autres. Et à ce moment-là, vous viendrez sans doute, enfin, je l'espère, nous en parler juste après. Donc, je vous laisse voter tranquillement. Et puis on va voir un peu ça aussi avec Loïc Corré, si vous le voulez bien, Loïc, qu'on parle un petit peu de la façon dont vous avez géré les… Ah, je crois. Hop, Le je crois sondage, le résultat de ton sondage. Ah, voilà, bah, je crée beaucoup trop de suspense à chaque fois et c'est ingérable. Alors, très bien. Je vois qu'on a une grosse moitié. Hop. Les plus actifs qui nous disent pour 46% la réouverture des écoles et des activités scolaires, 46% également la réouverture des ERP et 46% également la réorganisation des activités éco et commerciales. Donc on est quand même sur périscolaire, ERP et économique en premier. Ensuite, on a 31% sur la distribution des masques, la gestion des transports. Donc, deux sujets qui viennent aussi assez fréquemment. Ensuite, 27% sur les actions de solidarité aux plus fragiles. Et enfin, 8% sur la reprise des chantiers du BTP, qui ne semble pas être le plus mis en avant. Et alors, à Lamballe-Terre-et-Mer, dans les Côtes-d'Armor. Donc, quelques réactions par rapport à ce que d'abord Nicolas a dit et puis les sondages qui corroborent. En fait, on voit bien que les deux sondages qui viennent de sortir, que tu viens de faire, sondage, micro-sondage qu'on vient de faire, montrent bien à quel point les collectivités aujourd'hui, les équipes, puisque je crois que dans le public, on a beaucoup d'équipes, de techniciens, d'administratifs des équipes, un peu d'élus, mais moins. On voit bien à quel point on est pris par la mise en route du quotidien. C'est très net. Même si, effectivement, il y a une partie sur la relance, on voit bien 46%, parce que ça fait partie du bruit de fond, mais n'empêche que ce dont il faut s'occuper immédiatement et très, très concrètement, c'est tout ce qui tourne autour des écoles, tout ce qui tourne autour des masques, tout ce qui tourne autour des choses qui sont dans le quotidien des collectivités. Donc, on voit bien à quel point, merci, on voit bien à quel point ceci impacte les services. Ce qui n'est pas forcément précisément
la priorité des élus. Par exemple, personne n'a parlé des élections. Là, hein. Oui, parce que c'est logique. Oui, mais c'est logique. Je vois bien à quel point, effectivement, c'est naturel que l'énergie des collectivités, l'énergie des équipes se tourne vers la mise en œuvre du quotidien. Et de ce point de vue-là, sur cette mise en œuvre, moi je crois qu'il y a d'autres choses sur lesquelles effectivement on a travaillé sur notre territoire, mais à mon avis dans beaucoup d'endroits c'est comme ça, mais on peut échanger autour de ça. Premièrement, je l'avais déjà dit à un autre webinaire, mais je reprends ça, on travaille beaucoup en conférence des maires. C'est-à-dire que tout ce qui se fait est d'abord, et on harmonise au plan de l'interco, on a 40 communes, c'est pas énorme, donc ça permet de le faire dans de bonnes conditions, et les maires sont très très présents, évidemment. Et les maires et les services en même temps, parce qu'on a toujours demandé aux maires de venir avec, en webinaire comme ça, de venir avec leur secrétaire de mairie ou leur directeur de service, de manière à ce qu'on ait cette ambiance générale de la collectivité. Deuxième point, ce qui nous paraît important, c'est de travailler aussi en intercommunalité. Parce qu'un des dangers qui nous guette aujourd'hui, que ce soit sur l'ouverture des déchetteries, sur les écoles, sur l'activité économique, où là, il y a, je dirais, il y a un vrai problème qui nous est posé, c'est que, et ça, ce n'est pas les services, c'est plutôt les élus, il y a un surplus de communication. C'est-à-dire qu'on communique dès qu'on a fait un petit truc, même si on n'est pas sûr du résultat, on communique. Il y a une course à l'échalote qui est très nette là-dessus. On veut aller plus loin, on veut faire des choses, on veut dire à quel point on fait les choses, même si on n'est pas forcément très opérationnel pour les faire. J'ai déjà remarqué ça à plusieurs reprises. N'empêche qu'on le dit. Et on voit bien à quel point cette communication peut être extrêmement dangereuse parce qu'elle met les collectivités en porte-à-faux et les services en porte-à-faux par rapport aux voisins. Donc, la nécessité de travailler en intercommunalité, moi, me paraît nécessaire. Et dans les Côtes-d'Armor, par exemple, tous les lundis matins maintenant, tous les lundis matins, nous avons la rencontre des 8 intercos, avec l'AMF d'ailleurs, et avec le préfet, sur la totalité de nos sujets. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une conférence le lundi matin, c'était autour des écoles. Donc, on a précisé les choses de manière à avoir tous la même doctrine au niveau local pour les écoles. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Cette semaine, ça fonctionne dans de bonnes conditions. On s'était mis d'accord aussi pour l'ouverture des déchetteries, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence énorme dans l'organisation de l'ouverture des déchetteries. Et on avait donné un top départ, de manière à ce qu'on soit tous au même niveau. Et là, maintenant, ça va être beaucoup plus sur l'organisation, je dirais, de la reprise, c'est-à-dire les aides. Alors, on a le Fonds national, on a le Fonds régional, et puis un certain nombre de collectivités, en plus de ce que vient de dire Nicolas, sur lequel il sera nécessaire de revenir, les dégrèvements de CFE notamment. On voit bien à quel point les collectivités poussées localement par leur milieu économique, que ce soit touristique, petite entreprise, etc., prennent des initiatives d'aide locale. Et donc, on s'était mis d'accord au regard de la situation que ça pouvait créer, là aussi une rencontre. Alors lundi prochain, on a une rencontre entre les intercos, le préfet, les chambres consulaires, toutes les chambres consulaires, parce qu'il convient de leur, pas simplement de les écouter et de dire voilà ce qu'on peut faire, mais aussi de leur dire à quoi servent nos recettes, parce qu'ils ont l'impression parfois que nos recettes ne servent pas à grand-chose, sauf qu'ils sont eux-mêmes tributaires de ce que nous avons comme recettes du point de vue des collectivités. Donc, il faut aussi parfois qu'on leur fasse comprendre, un petit peu de pédagogie ne nuit pas dans ce cas-là, qu'on leur fasse comprendre à quoi servent les recettes que nous avons. Donc, on aura une rencontre comme ça de manière à pouvoir faire en sorte que justement, avec les chambres, on se mette d'accord sur un système global. Et puis, il y a aussi, je disais, les systèmes d'organisation, de relais ou d'aide par territoire. Et là, nous, on travaille avec les voisins de Dinan Agglomération. Ils sont 100 000 habitants, nous, on est à 70 000. Donc, on essaye de faire en sorte d'avoir les mêmes bases, de manière à ce que nos habitants et nos entreprises ne soient pas trop différenciés d'un point à l'autre. Saint-Brieuc se pose la même question, Loujac aussi. Donc, on essaye de faire en sorte que les voisins, l'écosystème sur un territoire assez large, puissent ne pas être en concurrence l'un envers l'autre. Et ça nous paraît très important parce qu'autrement,
c'est source d'ennuis dans le futur qui peuvent être durs à gérer. Donc, on voit bien à quel point cette vision globale, cette vision d'harmonisation, cette vision de questions qui sont posées avant et qui nous permettent d'organiser des choses un petit peu cohérentes sur le territoire. Territoire, je dis du département, ce n'est pas l'administratif, le conseil général n'est pas plus là qu'ailleurs, mais le territoire, c'est tout ce qui nous concerne un espace de vie. Et cet espace de vie, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit le plus homogène possible, même si ce n'est pas le territoire administratif de chacune des collectivités. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et par exemple, on avait déjà fait ça, puisqu'on est en train de l'organiser maintenant. Pour les masques, on avait acheté, les 8 communautés avaient acheté les masques en même temps, quasiment. On avait commandé quasiment dans les mêmes endroits, de manière à ce qu'on ait un flux important, de manière à ce qu'on ait aussi une logistique organisée. Et si bien qu'actuellement, on est en train de les distribuer quasiment partout, d'ailleurs, en même temps, à ce moment-là. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, c'est des discussions intéressantes, mais ça donne aussi une impression générale, c'est qu'il y a une harmonisation et qu'on n'est pas en train de se tirer à la bourre les uns sur les autres. Donc voilà un petit peu les choses. Sur les écoles, je ne vais pas aller beaucoup plus loin de ce qui a été dit. Moi, j'attire l'attention sur le fait que il ne faut pas oublier dans les écoles qu'on a tout ce qui tourne autour des mercredis, des petites vacances, tout ce qui tourne autour du périscolaire qui est organisé dans de bonnes conditions. On y a mis des moyens, mais on a remarqué que pour l'instant, ce n'était pas ça qui était le plus important. Ce qui était le plus important, c'était de restaurer la confiance, c'est-à-dire de donner une ambiance qui permette de restaurer la confiance, à la fois pour les écoles et à la fois pour le lien social, ce que j'ai dit tout à l'heure, et notamment pour le lien social, compte tenu des fermetures et des annulations d'un certain nombre de choses. On est en train d'organiser au niveau communautaire une animation, et avec des déplacements, et les intérimaires, les intermittents du spectacle qui sont nombreux, les troupes de théâtre dans tous les endroits qui sont très nombreuses, l'animation sportive qui attend de pouvoir bouger. On est en train d'organiser des petites formes par commune, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence, mais de manière aussi à ce qu'il y ait une animation tout l'été, surtout qu'on sera en lien avec ce qui se fera au niveau de la réouverture des cafés et des restaurants, que nous appelions tous de nos voeux, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu rapidement, si vous voulez, un cadre général dans lequel on a travaillé, mais je pourrais éventuellement, si vous le souhaitez, répondre également sur les questions de RH, parce que je pense que sur les RH, là vous qui êtes aussi dans le quotidien au niveau des directions de vos collectivités, vous savez à quel point il est important de faire en sorte que ça se passe bien de ce point de vue-là, que ça soit le statutaire, le régime des ASA, des primes, des ASA, des télétravail ou du présentiel, la question des primes, la question de l'organisation de tout ça, de la restauration, etc. On a beaucoup travaillé sur le sujet parce qu'on voit bien à quel point cette fluidité et ce dialogue social qui doit être constant dans les collectivités amène à faire en sorte qu'après, on travaille dans de bonnes conditions par rapport à la population. Bon, voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sans vouloir donner trop de leçons. Non, je pense que ça va. Je pense que toutes les leçons sont bonnes à prendre en ce moment pour tout le monde. D'ailleurs, j'insiste, comme d'habitude, mais n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de vos retours quand vous en avez, parce on est sûr que vous en avez. On avait prévu une petite question sur les relations avec l'État. Oui, tu as raison. C'était un sujet qui nous intéressait, qu'on n'avait pas pu vous poser la dernière fois, qui était en gros dans la phase de préparation du déconfinement. Et maintenant, vous êtes dans sa mise en œuvre d'ores et déjà. Quelle appréciation faites-vous de la concertation que vous avez eue avec les services de l'État? Est-ce qu'elle est inexistante depuis le début? Est-ce qu'elle a été faible mais qu'elle est en voie d'amélioration? Est-ce qu'elle est moyenne, plutôt assez bonne, plutôt excellente? Vous avez le droit aussi de ne pas vous prononcer, évidemment. Les sondages sont anonymes, sachez-le, je précise. Voilà, on sait que c'est des enjeux qui ont été importants, notamment dans la mise en place du déconfinement, sur les histoires de distribution des masques, mais aussi d'ouverture. Loïc parlait des plages, de choses comme ça. Alors, si on regarde un petit peu, je laisse une ou deux réponses de plus, le temps d'avoir quelques chiffres. Nicolas, oui, vas-y. Si tu me permets sur le sujet, sur les plages, par exemple, parce qu'on était très concernés, là aussi, on a demandé une vision globale et on a eu l'arrêté, les interco et l'AMF, comme je disais,
Si bien qu'on a fait une demande globale collective lundi dernier et on a eu l'arrêté global collectif effectivement du préfet hier. Donc, effectivement, ça joue beaucoup dans le rapport de force que tu évoquais là. Et par exemple, sur les rapports aujourd'hui à l'État, chez nous, passe par les réunions très, très régulières avec le préfet qui étaient inexistantes totalement au début et qu'il a fallu en fait qu'on impose. Et ce sont les intercos qui ont imposé ce rapport de discussion régulière avec le préfet. Et maintenant, le préfet se sert de ça, je dirais, plus que de raison, d'ailleurs, et nous interroge pour un oui, pour un non, et fait en sorte d'avoir les validations des intercos rapidement. Par exemple, pour les brigades de soutien là, aux personnes fragiles, on voit bien à quel point il s'appuie sur les collectivités, sans forcément donner les moyens, mais on voit bien à quel point il a compris ça. Autre point que je voudrais ajouter sur les problèmes de l'État, c'est, Nicolas a parlé tout à l'heure des maisons de service public. Là. Très bien. Et, sauf qu'on a un petit problème parce qu'on a réouvert, comme il l'a dit aussi, nos accueils dans des conditions de sécurité, avec des normes, mais le personnel était très allant et on a réussi à le faire dans de bonnes conditions. Par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est que la CAF, la Sécu, la mission locale, qui est un peu différente, mais ce n'est pas tout à fait pareil, la MSA, etc., ne sont pas du tout présents. Ils ne sont pas revenus dans nos maisons de service public. Ils ne relèvent même pas leur courrier, ils ne répondent pas aux questions. On a un vrai problème de ce point de vue-là avec nos organismes de ce type-là, parce que les maisons de service public, on ne peut pas les faire tout seul. On nous a demandé à les faire. On en a fait d'un certain nombre d'endroits. Mais aujourd'hui, pour qu'ils marchent, il faut que tout le monde puisse marcher en même temps, parce qu'autrement, on aura un vrai problème. Donc là, il y a une vraie intervention à faire. Et nous, on a fait une intervention aussi au niveau préfectoral local, en tapant du poing sur la table, de manière à ce qu'effectivement, on ait un retour de ces institutions, parce qu'autrement, on sera, je dirais, en décalage par rapport, parce que chacun le sait, dans ce cas-là, ce sont nos accueils qui prennent toutes les engueulades. Et ça ne pourra pas durer longtemps. Alors, on voit comment ça se passe dans la salle, au niveau donc, des rapports avec l'État. Vous nous dites à 16% inexistante depuis le début, 24% faible au départ, en voie d'amélioration, 24% également moyenne, 20% assez bonne et 4% tout de même excellente. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que ces relations qui ont été un peu faites au forceps au début pourront être des bonnes pistes pour la reprise de la suite. Voilà, ça peut être pérennisé éventuellement. Nicolas, est-ce que tu souhaitais apporter un élément de complément là-dessus? Non, c'est peut-être répondre à quelques questions qu'il y avait. Bon, c'est intéressant d'avoir, même si c'est un petit échantillon, mais d'avoir un peu ce retour, ça va faire progresser les relations avec les services de l'État. Beaucoup d'entre vous nous avez déjà dit qu'il y avait quand même des retards dans l'information, notamment par la période de confinement. Il y a eu quand même vraiment des problèmes d'ajustement, encore une méconnaissance qui nous frappe beaucoup de la part de l'éducation nationale, même dans les échanges qu'on a eu avec le ministère, parce que même il y a des intercommunalités qui ont la compétence scolaire, et plus qu'on ne croit, sans parler des articulations avec le périscolaire, avec la restauration, avec le transport scolaire, etc. Donc c'est aussi presque un apprentissage de comment nos territoires fonctionnent en ce moment, y compris avec certains services de l'État. Mais sans tomber dans un peu le travers habituel des polémiques avec l'État, l'idée c'est quand même de faire progresser le plus possible en s'appuyant sur les bonnes pratiques, ce que dit Loïc, il m'en avait déjà bien sûr parlé, mais on a besoin des témoignages en effet de ces améliorations, de cette espèce de concertation un peu inédite et en mode très rapproché entre les intercommunalités, les sous-préfets, les préfets, et puis les autres composantes des services de l'État, notamment le monde de l'éducation nationale. Ce qui me frappe aussi, et je m'arrête là, c'est aussi au niveau national, la remontée d'informations des pratiques de terrain, et je trouve très très faible dans les échanges qu'on a avec les cabinets ministériels. Donc il y a aussi un problème d'information descendante vers la service de l'État, mais il y a aussi des problèmes d'information remontante. Donc moi, je donne beaucoup d'informations au cabinet ministériel sur les statistiques, sur le ressenti, l'état d'avancement, par exemple, sur les masques. Donc là, j'ai été assez frappé de cette mauvaise remontée de l'information du terrain, de la diversité des situations, mais aussi de ce qui se faisait sur le terrain. Voilà, je m'arrête là.
Est-ce qu'on a des questions peut-être à ce stade? Parce qu'on a évoqué énormément de sujets, évidemment, sur la reprise du déconfinement. Alors, bon, il y avait les sujets RH, bien sûr, qui ont été évoqués. Vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez, mais c'est vrai que sur le terrain aussi, j'ai vu quelques personnes qui sont un peu spécialisées, on va dire, terrain dans les relations à la population, dans le tourisme, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est l'occasion de les poser à l'oral. Hein. Si vous pouvez lever la main, c'est aussi simple pour nous et puis aussi agréable surtout de vous entendre. On a également Simon Moreau que vous avez dû voir apparaître rapidement dans le chat, mais qui peut répondre à d'autres questions. Donc n'hésitez pas surtout si vous en avez. J'en vois pas forcément à l'oral, mais peut-être qu'à l'écrit. À l'écrit, il y a toujours des questions sur la réouverture des piscines. Ah oui. Voilà, ça fait toujours partie des éléments. La piscine est quand même un endroit extrêmement essentiel. On voit bien à quel point cet endroit-là, avec, je dirais, la période qu'on va vivre maintenant, va reprendre tout son sens. On l'a un peu oublié, mais ça va reprendre tout son sens. Et nous, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de remontées sur quand est-ce que va ouvrir la piscine, quand est-ce qu'on pourra retourner à la piscine avec tout ce que ça implique, la piscine. Et je crois que c'est un point très important. À partir du moment où les plages vont être ouvertes, les bistrots vont être ouverts, je veux dire, il y aura des logiques quand même sur l'organisation de nos lieux. Je reparlais de lien social tout à l'heure. La piscine, c'est un lien où on se rencontre. Les jeunes dans la piscine, quand ils ne peuvent pas aller à la plage, ils sont à la piscine. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront à faire comme ça. Il ne faut pas oublier que la piscine, ça ne sera pas simplement… Je crois que l'État ne devra pas oublier ça. Ce n'est pas simplement l'endroit où on va se baigner, où on fait des longueurs. C'est aussi le lieu où on se rencontre. Et je crois que ça va être quelque chose qui va venir, on a un peu oublié, mais qui va venir très très fort dans les temps qui viennent. Tout va être oublié, tout va être ouvert petit à petit, sauf deuxième vague éventuellement, mais sinon ça va être ouvert. Donc on a intérêt à ne pas oublier des endroits qui sont aussi marquants que cela. Ce que vous disiez sur le lien social à maintenir et à recréer aussi. Très fort, ça, je vous le garantis, c'est un truc qui va revenir très fort. Après, Cécile, je peux répondre à une question posée par, par l'un de nos participants. Le sujet électoral. Moi, je ne voulais pas rouvrir le sujet électoral, mais sur les exécutifs. Où en sommes-nous? Bon, d'abord, avec les débuts de mandat, avec l'intervention du Premier ministre sur l'entrée en fonction des nouveaux élus à partir du 18. Donc, les conseils municipaux de toutes les communes pourvues vont s'installer entre le 23 et le 28. Nous sommes en train de redéfinir avec précision, notamment Johan qui est avec nous, fait un travail de chirurgien pour voir en effet les communautés qui ont de manière effective, et parfois il y a par rapport au taux de participation, il y a ici ou là quelques communes qui posent question. On a à peu près entre 152 et 153 intercommunalités dont toutes les communes ont connu un premier tour conclusif. Donc celles-ci vont, ces intercommunalités, se remettre très rapidement et dans des délais courts, c'est 3 semaines à partir de la date du 18 mai, pour réinstaller le conseil communautaire. Donc il faudra très très vite avoir le nom des élus qui deviendront communautaires, une fois que les conseils municipaux auront défini, fixé leur tableau, élu leur maire et fixé le tableau. C'est ça qui donnera l'information sur les élus, les représentants des communes de moins de 1000 habitants dans les instances intercommunales. Ces 150 et quelques communautés, qui sont plutôt des communautés de communes, vont pouvoir se retrouver une gouvernance classique à partir du mois de juin. À partir ça, donc on va retrouver un mode de fonctionnement classique et donc sortir très rapidement des pouvoirs exceptionnels, dérogatoires confiés au président. Donc on retourne au droit commun relativement rapidement. Et ensuite, il y a le débat qu'on ne va pas trancher maintenant sur les autres intercommunalités plus nombreuses, avec souvent des villes importantes, donc autant en nombre de communes, il y a une immense majorité qui ont été pourvues dès le premier tour, mais au niveau des populations, c'est différent, et puis au niveau des intercommunalités, c'est plutôt l'inverse. On a une grande majorité d'intercommunalités qui continuent d'avoir des communes au second tour.
Donc là, pour le moment, on va avoir une sorte d'assemblée mixte, théorique, qui seront réunies ou pas. Et la grande question, mais on va avoir les réponses peut-être dès la semaine prochaine ou celle d'après, puisque le conseil scientifique va remettre son rapport sur l'état sanitaire et la faisabilité d'élections en juin. On sent une petite musique de beaucoup d'élus pour que le deuxième tour se tienne bien en juin. Donc là, c'est peut-être, on est dans l'enthousiasme du déconfinement, ça se passe pas trop mal. Bon. Donc il y a une assez forte expression même d'associations consoeurs de la DCF, France Urbaine, l'AMF, pour que le deuxième tour se tienne en juin. Auquel cas, à ce moment-là, évidemment, les conseils communautaires seront recomposés intégralement très rapidement en juillet et pourront installer leurs nouveaux exécutifs. Et il y a l'autre hypothèse d'un report. Et là est en débat ce qui se passera si jamais il y a report des élections à l'automne. Et là, il y a des positions diverses. Je ne sais pas si c'est le lieu pour en parler. Notre conseil d'administration a réaffirmé un certain nombre de principes. Mais il y a un débat sur la solution de transition à trouver en cas de report et de maintien sous une forme provisoire, d'assemblée mixte, de savoir si on maintient en fonction que les membres exécutifs sortants, si on réélit un nouveau dispositif de transition sous une forme un peu de vote bloqué sur l'ensemble d'un dispositif, d'un bureau durant cette période. Voilà, donc il y a des interrogations, ça serait une situation de toute façon assez inconfortable, tout le monde en convient, mais évidemment, il faut quand même se préparer à l'hypothèse d'un potentiel report. Donc, s'il n'y a pas de report, on va retrouver le droit commun assez vite. Et s'il y a un report, il y aura une sorte de formule transitoire à adopter, sachant qu'il est à peu près clair du point de vue de nos échanges avec les conseillers du Premier ministre, avec la DGCL, que l'exécutif et même le Parlement ne voudra pas que des élus qui n'ont plus de mandat dans leur commune continuent dans cette hypothèse-là de transition dans l'exécutif. Donc ça serait en effet un exécutif, s'il était maintenu en l'état, qui serait partiel, qui perdrait. C'est pour ça qu'il y a un débat, savoir si est-ce qu'on devrait compléter cet exécutif, ses membres, les membres encore élus par toutes les délégations, toutes les vice-présidences, voire parfois même la présidence, qui ne serait plus pourvue parce que l'élu sortant ne se serait pas représenté, voire aurait été battu. Donc il y a un débat en ce moment sur la formule à trouver dans l'hypothèse, et j'arrête là-dessus, dans l'hypothèse encore une fois, qui est loin d'être confirmée, mais d'un report du second tour, qui emporterait même le premier tour à l'automne. Donc, vu la complexité, beaucoup d'élus souhaitent en effet que les élections se tiennent en juin pour essayer d'éviter cette transition. Mais comme vous le savez, sur cette hypothèse de report ou pas, chacun a sa conviction et les visions des choses sont extrêmement contrastées en fonction de la situation sanitaire d'un département à l'autre de la France. Très bien. Merci Nicolas. Et je pense que là-dessus, effectivement, on aura plus d'informations à partir de la fin de la semaine prochaine. Je vous encourage fortement à suivre à la fois la newsletter ou les actualités sur le site de la DCF. On ne manquera pas de vous en parler quand on aura plus de billes, entre guillemets. Je vois toujours pas de main levée. Je crois que nous avons une salle de timide parce que pour autant, nous avons des questions à l'écrit qui ont été formulées. Alors, Loïc, tu voulais… Non ? Non, il y a des questions à l'écrit. Voilà, on va les lire à votre place, il n'y a pas de problème. La première, je la prends en premier parce que bon, on l'a déjà un peu traité, mais c'est vrai que Loïc en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'organisation au quotidien dans les intercommunalités. Tout d'abord, je me permets de vous renvoyer vivement à la webconférence qui a été faite sur les RH et l'organisation des services. On a eu la chance d'avoir 2 DGS qui nous ont détaillé assez précisément leur plan de reprise d'activité et la façon dont ça allait du sens de circulation dans les couloirs jusqu'à l'accueil des personnes, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un œil. Je vous renverrai le lien dans le chat tout à l'heure. Cependant, Romain Roland nous dit, et a été liké par une autre personne, je rejoins l'expression de Loïc sur la difficulté liée à la mise en route du quotidien. Ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, c'est d'organiser le retour des collaborateurs avec les questions pratiques, c'est-à-dire la sécurité informatique, l'approvisionnement en EPI, le réagencement des bureaux, les cadres des espaces collectifs, les nouvelles pratiques pour l'accueil des usagers, le management des équipes, etc. Donc effectivement, on voit un problème ressortir là-dessus sur l'organisation du jour après jour.
Est-ce que ça implique une réponse? C'est un commentaire, mais voilà, ça montre que ça remonte effectivement. Tu as raison, parce que c'est à la fois la communauté, c'est à la fois chaque commune individuellement qui organise ses accueils. Et je crois que ce que je disais tout à l'heure sur la cohésion des équipes de travail qui vont revenir, en gardant quand même la main. Alors on sait que pour l'instant, il y a encore des gens qui sont en statut ASA. Donc, pour soit vulnérabilité, et jusqu'au 2 juin, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les vulnérabilités, ça existe toujours, dans le cadre d'Amélie, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et il y aura aussi les gardes d'enfants. Les gardes d'enfants, c'est jusqu'au 2 juin, je le préviens tout de suite. Faut faire très attention à ça. Et c'est justice, d'une certaine manière, qu'il y ait effectivement des hasards pour les organisations de garde d'enfants jusqu'au 2 juin, mais après le 2 juin, ça sera du volontariat. Ceux qui subiront ne pourront pas ne revenir et resteront en ASA, mais ceux qui ne subiront pas ne pourront pas rester en ASA et devront être dans le droit commun. Et c'est logique. Donc, il y a intérêt aussi à avoir une prévention par rapport à ça, de manière à ce qu'après, on ne soit pas dans des ressentis lourds à gérer. Donc, ASA, télétravail qui va continuer à avoir une place importante. Moi, j'attire l'attention des collectivités et des équipes là-dessus, parce que le télétravail, en fait, on a créé dans cette ambiance quelque chose qu'on ne connaissait pas très bien, qu'on manie avec précaution, et qui, du coup, a pris beaucoup de place. Même les gens comme moi, par exemple, qui n'étais pas un acharné des web et tout ça, j'y suis tous les jours, j'en fais tout le temps. Et je pense qu'effectivement, on s'est aperçu que même pour des petites réunions, ce n'est pas la peine d'être tous là. S'il y en a qui manquent, on fait ça par web et ça marche très bien. Et on s'aperçoit aussi que dans ces réunions-là, on a du monde. Alors que quand on fait du présentiel, parfois, il nous manque beaucoup de monde. Donc, il y a des méthodes nouvelles à trouver par rapport à ça. Et concernant les équipes, je suis absolument persuadé qu'il faut travailler sur un mode d'accompagnement au retour du collectif d'une certaine manière, mais aussi à ces nouvelles formes de travail. C'est-à-dire qu'on habitue effectivement les équipes à travailler ensemble, d'abord à faire un retour sur ce qui s'est passé. Il faut que les gens parlent de ça. Il faut que ceux qui sont en ASA, qui sont un peu culpabilisés, ça j'ai remarqué déjà, ceux qui sont en télétravail, qui parfois, le télétravail était plus difficile que le présentiel. Garde de gosses, enfants et tout ça, on ne fait pas du télétravail dans ces conditions-là comme on le fait en présentiel. Donc, il y a ça à remettre en œuvre et à, déculpabiliser et décomplexer. Il faut mettre ça en route. Et je pense que ça va être un des moments qui permettront la mise en œuvre dans de bonnes conditions des équipes au travail. Alors, ça n'empêche pas ce que disait Romain tout à l'heure sur tout ce qui tourne autour des mesures de précaution à prendre. Et là aussi, je crois qu'il faut faire attention à ne pas surinvestir ou surajouter aux modes de protocoles qui sont inventés. Il y a pas mal de protocoles qui sont assez clairs. Si chacun rajoute sa couche, vous ne pourrez pas ouvrir. Vous ne pourrez pas travailler dans de bonnes conditions parce que ça sera absolument infernal. Et j'attire l'attention aussi sur un truc. Dès que c'est écrit dans un PRA, par exemple, vous écrivez dans le plan de reprise, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Faites attention à ce que ça ne devienne pas opposable. Pas simplement opposable en droit, mais opposable par rapport aux gens qui seront là et qui diront c'est écrit dans le PRA et en fait on ne respecte pas. Non, effectivement on ne respecte pas parce que c'est tellement compliqué à faire qu'on ne peut pas le faire. Donc soyez extrêmement prudents sur ce que vous allez effectivement écrire parce qu'autrement après ça peut nous revenir en boomerang sur une impossibilité de faire le travail parce qu'on a voulu prendre trop de précautions et en fait ça ne donnera pas de résultat effectif. Cécile, je voudrais répondre en direct. Donc, j'ai essayé de répondre à certaines questions écrites, notamment sur les enquêtes auprès des populations. C'est des choses qu'on essaie de regarder sur les intentions. Alors, il y a eu des enquêtes ponctuelles, communautés, communes, parfois avec les chefs d'établissement sur les intentions des parents, voir l'état psychique dans lequel ils sont. Je pense qu'en effet, ces enquêtes qualitatives seront intéressantes. Après, il y a les grandes enquêtes nationales d'opinion sur des sondages, etc., les intentions sur les vacances, etc. Donc, on commence un peu à voir l'état d'esprit des Français. Après, territorialement, c'est très intéressant de faire des mini-sondages
des petites enquêtes voilà, de comment les gens ont vécu cette période, quelles sont un peu leurs intentions, leurs besoins, la crainte ce que certains appelaient ce matin, j'ai appris l'expression non, mais j'ai déjà oublié. Ah oui, le syndrome de la baraque, je crois. C'est-à-dire De quoi? je crois que c'est le syndrome de la baraque ou un truc comme ça. C'est les gens qui ont été longtemps confinés les professions notamment qui peuvent passer 3 mois, par exemple, dans un phare ou dans un lieu, etc. La période du déconfinement et de la sortie, de la resocialisation peut Ah, ça, causer des problèmes d'inquiétude, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez bien connu par les psychologues. Donc déjà, le recensement des craintes de ressortir, de se resocialiser, de rejoindre les transports, d'aller dans les grandes surfaces, etc., peut être ça. Donc en effet, alors par rapport à cette question des sondages, moi ce que j'ai vu pour le moment, c'est la communauté urbaine de Dunkerque, on a relayé dans notre lettre hebdomadaire, a fait à la veille du déconfinement une sorte d'appel à contribution. Il y a eu 2500 contributions sur penser le territoire demain. Qu'est-ce que vous voulez voir changer? Et il y a aussi ceux qui veulent voir certaines choses de la période de confinement perdurer dans le cadre du déconfinement. On peut penser par exemple aux circuits courts, à ces drives qui ont refait d'approvisionnement de proximité avec les produits locaux. Enfin, il y a eu des innovations dans la période du confinement que un certain nombre de nos concitoyens aimeraient voir perdurer. Donc même dans l'organisation des circuits commerciaux, dans la formation, comment dire, le fonctionnement du territoire, il y a certainement en effet des petites enquêtes qualitatives à faire. Autre question, Daniel Baron de Redon Agglomération. Excuse-moi, Oui, Cécile. Nicolas, juste pour compléter effectivement sur les retours des habitants, la relation aux habitants, c'est l'agglo de Pau, Béarn, Pyrénées aussi, qui a appelé ses habitants à écrire des témoignages pour les archives communautaires. Ouais. Et donc, il faut dire. c'est ça, en fait, à s'exprimer et à dire ce qu'ils ont vécu pendant ces périodes-là. Et je pense que ça fera effectivement des beaux souvenirs pour les territoires dans quelques années, entre autres. Et puis, ça permettra aussi de réfléchir à quoi garder, quoi mettre en place, comme le disait Nicolas. Un petit point là-dessus. C'est le syndrome de la cabane, on me fait dire. Oui, je cherchais le mot. Voilà. Ça me fait penser à la célèbre chanson. Mais voilà, syndrome de la cabane, c'est celui qui n'est pas de la baraque. Pardon. Daniel Baron de Redon Agglomération. Bonjour Daniel. La question, est-ce que des intercommunalités réfléchissent au plan d'action d'accompagnement des acteurs économiques? Oui, alors là, à peu près partout, on réfléchit à l'accompagnement dans la phase de soutien. On refera d'ailleurs un webinaire avec les territoires d'industrie sur les sujets de transition écologique, et on va en refaire un aussi sur les aides économiques, parce qu'on en a déjà fait un sur à la fois l'aspect juridique, l'évolution du fonds de solidarité nationale, les mises en place des fonds régionaux, etc. Sur les mesures de soutien, quasiment toutes les intercommunalités de France, en tout cas en très très grand nombre, ont mis en place des dispositifs de soutien pour passer la crise, notamment le confinement, les problèmes de trésorerie, etc. Maintenant, on voit qu'il y a des mesures nationales pour relancer. Nous avons tendance, et on en a encore débattu au conseil d'administration de la DCF mercredi, à distinguer ce qui est le soutien à un moment dans la période un petit peu d'immobilité ou de confinement, ce qui est les appuis à la reprise. Donc là, c'est bien sûr sécuriser tous les fournisseurs. Et là, c'est l'économie au sens très large. Ça peut concerner aussi le monde culturel, les associations, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc leur assurer le maintien de contrats, etc. D'essayer de retrouver des activités qui compensent ce qui n'a pas pu être fait. On le voit dans le domaine culturel, sur les interventions qui ne seront pas possibles, les festivals qui sont annulés, comment on peut transformer la relation contractuelle en autre chose. Accompagner le plus possible le retour dans la reprise d'activité, la remontée en cadence en quelque sorte des commerces. Certains rebondissent pas mal, d'autres beaucoup moins. Je ne suis pas sûr que les commerces d'habillement, par exemple, auront le même succès que l'alimentaire ou voire les librairies. Donc il va y avoir certainement des sujets différents. Donc c'est là où il faut certainement discerner les secteurs les plus touchés. Les moyens publics n'étant pas extensibles à l'infini, il faudra quand même que les aides arrivent dans les bonnes poches et qu'il n'y ait pas trop d'effet d'aubaine. C'est pour ça que nous sommes très perplexes sur les mesures fiscales qui ne permettent pas de discriminer. Une question posée par l'un des participants était de savoir si le dégrèvement CFE porterait sur tout le monde. A priori, c'est ciblé sur hôtellerie-restauration, avec une question en effet qui est posée aussi, c'est la façon d'identifier statistiquement.
même fiscalement pour la DGFiP, les nomenclatures ne vont pas rendre très, très facile le ciblage du dégrèvement sur les bonnes entreprises cibles. Après, certaines intercommunalités, je finis de répondre à Daniel Baron, certaines intercommunalités commencent à préparer même la relance. Donc, d'abord distinguer la phase de reprise, remettre un peu en marche les circuits économiques, purger tout ce qui est en retard, notamment de relancer des appels d'offres auprès du bâtiment et travaux publics. On peut le faire, mais pour le moment, beaucoup sont déjà accaparés par l'exécution des chantiers, déjà purger tous les retards qui ont été faits ces dernières semaines. Donc, il faut bien synchroniser, savoir à quel moment on va relancer de manière plus proactive. Alors, pour les intercommunalités, il faudra certainement attendre les réinstallations des nouveaux exécutifs. Il peut y avoir des petites mesures d'urgence, notamment des petits travaux pour accélérer des chantiers qui peuvent être quand même très importants. Je vois une communauté de communes, on va faire un portrait ce soir dans notre lettre hebdomadaire, qui, par exemple, va apporter des fonds de concours. La communauté de communes portant plutôt des grands équipements, des grands projets, mais qui ne peuvent pas être lancés tout de suite. Donc, elle va plutôt soutenir les travaux des communes sur le patrimoine communal, s'inscrivant, par exemple, dans le plan climat et énergie, avec des fonds de concours majorés pour pouvoir relancer dans le territoire un certain nombre de petits chantiers qui peuvent être d'ailleurs sous les seuils d'appel d'offres. Après, dans la partie relance, il faut en effet réfléchir tourisme. C'est ce qui vient. Et le tourisme, finalement, la France est un vaste pays touristique. Donc, on voit bien qu'il va y avoir des nouvelles pratiques cet été. Certains territoires vont très fortement souffrir par rapport aux pratiques touristiques habituelles, les territoires à très forte affluence ou qui accueillent des grands parcs d'attractivité, etc. Le Grand Paris, par exemple, c'est une catastrophe, les congrès, les salons, le tourisme international, etc. Il y a des territoires ruraux, des territoires intermédiaires qui peuvent très bien tirer un peu leur épingle du jeu. Donc il y a des stratégies régionales qui se mettent en place avec un tourisme de qualité, un tourisme très vert, un tourisme on ne recherchera pas en effet les fortes concentrations qui se combinent notamment aussi beaucoup avec la culture. Le patrimoine, la transformation des spectacles vivants sous forme quasiment de drive culturel, si je peux dire. Donc on a quand même des stratégies de relance qui commencent à se mettre en place ici ou là. Et il y a des stratégies importantes aussi dans des grandes métropoles. Métropole de Lyon est en train de faire un plan de relance assez massif. Alors maintenant, la dernière question, et je m'arrête, c'est les moyens. Et donc les moyens, beaucoup s'inquiètent en effet d'avoir en effet des budgets totalement dans le rouge au moment où il faudra relancer. Donc des questions portent sur ce sujet-là. Donc pour le moment, en effet, les actions de collectivité, la DCF échange régulièrement avec Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, pour en effet amortir le choc budgétaire que nos intercommunalités reçoivent sur les recettes fiscales, tarifaires et les dépenses exceptionnelles, de manière à ce que quand même on préserve une capacité d'intervention et de relance. On sait que l'intercommunalité sera attendue dans cette phase-là, donc on y travaille pour que vous ayez de la visibilité, notamment à l'automne, pour pouvoir réengager une commande publique dynamique. Sur ce point, tu le sais, Daniel, qu'en Bretagne, on a lancé, il y avait une réunion là-dessus des intercos la semaine dernière avec la région, et qu'il va y avoir une CTAP particulière dès début juin sur à la fois l'organisation du plan régional et les conjugaisons des plans territoriaux, parce qu'il y en a dans pas mal d'endroits de plans territoriaux supplémentaires. Mais effectivement, on est dans ce cadre-là, là aussi dans le cadre de l'harmonisation des pratiques sur le territoire régional. Ça se fait dans pas mal d'endroits. Le Grand Est, j'ai vu, avait aussi la même chose. Il y a une floraison de ce point de vue-là d'initiatives décentralisées, pas déconcentrées, décentralisées, qui d'ailleurs nous amèneront par la suite à nous poser la question de ce mode d'organisation administrative très centralisée qui a, d'une certaine manière, montré ses limites dans cette affaire. Et on aura intérêt à revenir sur cette affaire en tirant les leçons du point de vue de la décentralisation, d'ailleurs. Très bien, merci. Alors, on se rapproche de la fin de ce webinaire. Donc, je relance un appel au lever de main. N'hésitez pas. Voilà, c'est le moment, puisqu'après, ce sera fini. Nicolas, est-ce que tu voyais des questions? J'en vois quelques-unes en Il y a une question sur les CIAS. Oui, tout à fait. Ça paraît effectivement intéressante parce qu'on y est très confronté. Premièrement, les CIAS, dans un premier temps, d'abord, ont fonctionné sans arrêt.
et on a fait le travail d'amortisseur parce que je m'étais déjà exprimé là-dessus. Si, justement, on avait dans un certain nombre d'endroits pas besoin d'aller chercher les gens parce qu'ils étaient isolés, c'est parce que le CIS faisait déjà son travail. Et on avait déjà, nous, 1500 bénéficiaires. On avait les gens les plus fragiles, vulnérables, on les avait déjà. Et on les suivait. Deuxièmement, on a baissé d'un coup de 60% de notre activité du fait qu'un certain nombre de personnes étaient fragiles et les familles ne souhaitaient pas qu'il y ait des gens qui viennent chez eux et ont pris en charge, en partie. Donc, on a eu une baisse. Cette baisse est en train de se terminer, on remonte maintenant. Mais en attendant, on a pris un impact financier pour les CIS extrêmement lourd à gérer qui va être forcément pris en charge par la communauté, évidemment. Donc, il y a une première discussion, ça va être les conséquences financières au niveau des CIS de cette crise qui va amener la communauté à mettre plus d'argent encore sur cet aspect d'accompagnement social. Premier point. Deuxième point, là aussi, débat avec l'État parce qu'on avait des tutelles, mais les tutelles ont été assez largement absentes dans cette affaire, on s'est débrouillé. L'ARS a été là de temps en temps, on a eu beaucoup de difficultés avec eux. Donc, il y a un débat à avoir sur la reprise de notre organisation avec justement les tutelles qui, effectivement, ont financé, mais qui ont été un peu absentes. Et là aussi, on s'est un peu débrouillé tout seul. Les CIS ont pris de plein fouet cet impact-là, en tenant le coup d'ailleurs très, très largement. Donc, je crois que sur les CIS, il faudra qu'on revienne là-dessus parce que même si c'était à bas bruit jusqu'à présent, c'était peu. On parlait économie, on parlait social au sens large, mais on ne parlait pas tellement des CIS. Il faudra qu'on revienne parce que, un, ce sont les populations les plus vulnérables. Deux, ce sont les agents qui ont le plus subi les choses. Trois, ce sont elles qui sont les plus précaires. Quatre, l'impact social considérable que ça implique parce que les familles sont toutes là, nous obligera à avoir une réflexion un peu supplémentaire sur ce sujet, notamment avec l'État qui s'est un peu défaussé sur les CIS, y compris maintenant sur les brigades d'accompagnement. Ils disent les CIS pourraient faire. Sauf qu'on n'a pas les moyens de faire, on n'a même pas les compétences. Mais là, on remarque que le contrôle de l'égalité ne s'occupe plus du tout de la légalité des compétences, au passage. Donc, on a intérêt à revoir tout ça parce que ça sera sans doute un sujet très important pour l'avenir. Effectivement, on a vu des intercommunalités qui n'avaient pas forcément la compétence, mais qui se sont mis à coordonner aussi sur le territoire Absolument. de cette action sociale de CIS. Donc, on reviendra là-dessus. On prévoit avec les équipes de la DCF de vous proposer une webconférence dans les quelques semaines à venir sur la cohésion sociale assez largement et sur les façons de pérenniser des systèmes des systèmes territoriaux qui se sont mis en place pendant le confinement et qu'il faut chercher à pousser aussi sur la suite. On arrive à 10h30. Je vois Nicolas rouvrir son micro, donc je me dis que tu as vu une question peut-être. Non, je suis assez demandeur par rapport à ce que vient de dire Loïc, qui fait lien avec la question sur les CIAS, mais dans nos recommandations, etc., de faire une sorte un petit peu de diagnostic de la situation par rapport aux troubles psychologiques, familiaux. On va avoir des sujets avec le logement. On nous parle de 10% de volonté de séparation dans les couples à la sortie du confinement. Enfin, il va y avoir des recompositions évidentes. Il va y avoir des lourds impacts psychologiques, même si j'ai vu que des psychologues pour le moment disaient qu'ils ne voyaient pas trop de dégâts, mais c'est quand même à vérifier. Il va y avoir des situations très différentes par rapport notamment à la façon d'avoir vécu le confinement. Vous savez, il y a quand même le surpeuplement des logements, il est très différent d'un territoire à l'autre en France, donc le taux de surpeuplement des logements. Et puis il va y avoir donc ce qu'on voit déjà en tout cas, c'est quand même un certain nombre de personnes qui ont été sans revenus, mais vraiment sans revenus. Des étudiants, des vacataires. Là, on voit en effet remonter en moyenne 30 à 40% d'augmentation de l'aide alimentaire dans les territoires. Donc, il y a quand même de lourds enjeux sociaux de solidarité, avec des interventions, bien sûr, qui viennent d'être annoncées, qui ont été annoncées il y a quelques jours, mais qui vont arriver maintenant sur les familles les plus fragiles pour avoir une petite aide budgétaire, ne serait-ce que pour se nourrir. Il y a eu tout le sujet des cantines, en effet, où était souvent la façon pour des familles
d'arriver à alimenter leurs enfants. Donc, on a quand même un lourd sujet social à la sortie du confinement. On va le vérifier, mieux le chiffrer, l'évaluer, je pense, dans les prochains jours. Il y a aussi, je vois des choses intéressantes qui se mettent en place à travers les monnaies locales. Des formes, puisqu'il y a des petits boulots, il y a toute une économie de petites rémunérations qui a un peu disparu, ça se transforme dans un certain nombre de territoires et ça devient, avec pas mal de professionnels, parfois plusieurs centaines, qui acceptent d'être rémunérés en monnaie locale. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'essaierai de comprendre pourquoi c'est très développé dans le sud-ouest, un petit peu en Bretagne, très peu dans le Grand Est, mais ça devient un complément de revenus, ça permet aussi d'avoir des richesses qui ne sont pas monétarisées dans les circuits habituels, mais avec des échanges de biens et de services qui peuvent aussi, en période de crise, servir ici ou là de solutions pour un certain nombre de personnes fragiles qui… alors bien sûr, il y a tous les métiers. Bon, on a eu les annonces sur les intermittents du spectacle, mais il y a beaucoup d'intervenants culturels, par exemple, qui étaient plutôt sur cette forme d'auto-entrepreneur, de vacation. Donc, il faut qu'on regarde tous ces sujets-là dans les prochains mois. Il y a une dernière question, et je m'arrêterai là, sur les fonds propres des entreprises. Bon, ça, ce n'est pas tellement le métier des intercommunalités, mais c'est bien sûr un sujet. Il y a la trésorerie, puis il y aura les sujets fonds propres. Là, on attend une très forte mobilisation de la BPI. Il faudra bien sûr qu'on arrive à cibler. Alors, nous avons un travail, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui, qui est en cours sur l'observatoire des impacts territoriaux de la crise. Donc, nous reviendrons avec des webinaires spécifiques sur les questions économiques. On est en lien avec pas mal de partenaires et notamment la Banque des Territoires pour faire un peu une analyse assez fine. Nous avons travaillé aussi avec la Banque de France, puisque nous avions un travail qu'on va prolonger cette année, où on avait repéré toutes les entreprises en fonction de leur cotation, de voir leur fragilité avant la crise. Donc, on avait même cartographié ça. Et on va y revenir après la crise dans les prochains mois pour faire un travail justement pour voir l'état de santé des entreprises en fin d'année. Très bien, merci Nicolas. Je vous propose à tous les deux qu'on se rapproche de la conclusion de cette rencontre. Tout d'abord, en vous proposant les prochaines. Donc, on aura lundi une rencontre sur le volet institutionnel du fonctionnement des intercommunalités. Bien sûr, à ce stade, nous n'avons pas toutes les réponses. On est comme vous, on attend des décisions qui seront prises un peu plus tard dans les jours à venir. Cependant, il y a encore des éclaircissements nécessaires, on l'a vu, sur l'état actuel du droit. Donc, vous aurez un échange possible lundi matin avec le pôle juridique de la DCF. Et ensuite, la semaine d'après, on parlera territoire d'industrie le 26 mai au matin et perspectives financières le 27 mai au matin. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page du site ADCF qui est dédiée aux web rencontres. Et puis, sachez que le replay de celle-ci sera disponible a priori en début de semaine prochaine sur le site et on vous enverra tous les supports et les documents mentionnés aujourd'hui dans un mail en début de semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, puisqu'on est encore le matin. Merci Loïc Corré, merci Nicolas Portier. Et À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. salut à tous.